clôture une journée ou une demi-journée qu'on a instituée pour défendre le plein air. Alors je me présente, Marilyn Beyris, je suis agricultrice à Doazit, en Chalosse, et j'élève et je gave des canards et je fais de la vente directe, donc des produits issus du canard. Et comme vous le savez certainement, nous subissons pour la 4e fois une grippe aviaire. Donc le virus aviaire nous a touchés, et donc surtout 2 années consécutives où nous n'avons travaillé que de septembre à décembre, puis nous avons été obligés d'abattre nos animaux en 2021 en janvier et 2022 également en janvier. Voilà, donc le collectif Ouvre ton bec, donc unit les consommateurs, le MODEF qui est le mouvement de défense des exploitations familiales, la Confédération paysanne et l'association des producteurs fermiers. Donc là je représente l'association des producteurs fermiers. Et pourquoi nous avons fait ça? Parce que les producteurs fermiers indépendants ne sont pas à notre goût assez représentés, et nous voulions être entendus parce que nous avons des choses à proposer pour pouvoir continuer à faire une production de qualité et surtout en plein air. Donc pour ça, pour nous faire entendre, nous avons décidé de constituer ce collectif parce que nous avons besoin des consommateurs, puisque au final ce sont les consommateurs qui ont le choix pour faire vivre l'agriculture. Alors ils ont avec ce qu'on dit la carte bleue, le choix de faire vivre telle ou telle agriculture. Donc nous avons commencé cette demi-journée par mettre un panneau à Mugron, territoire plein air, comme vous avez vu les panneaux anti-taffetas. Nous avons mis ce panneau à Mugron, qui est un village qui a pris une délibération pour soutenir les agriculteurs qui veulent faire du plein air. Et donc on l'a matérialisé avec ce panneau qui est posé à l'entrée de la ville de Mugron, ou du village de Mugron. Ensuite, nous avons été à Pôle emploi, puisque nous sommes sans travail, où nous ne travaillons que 4 ou 5 mois par an. Donc nous avons été significativement à Pôle emploi pour dire qu'effectivement, si ça continue, nous serons sans emploi sur nos fermes, parce qu'on ne peut pas vivre en travaillant que 4 à 5 mois. Et nous avons été après à la préfecture accrocher des boîtes de conserve vides, puisque des plaines nous n'en avons plus, et quelques panneaux, mais le temps de boire un chocolat, tout a été sorti, ça a été très vite fait. Voilà. Et donc nous terminons ici par cette soirée cinéma, la fabrique des pandémies. Alors ça va parler, vous allez voir, des pandémies pour l'être humain. Mais le virus de la grippe aviaire, vous allez voir que en fait, ce qui nous arrive n'est pas innocent, et finalement, je pense que ça va être bien retracé dans le film. Cette agriculture intensive qui déforeste, qui pousse au maximum l'élevage, arrive à contaminer une faune sauvage qui après nous arrive ici avec le virus. Et on arrive au paradoxe où ce n'est pas la faune sauvage qui nous contamine, mais c'est l'élevage intensif qui contamine la faune sauvage. Donc voilà le paradoxe où on est. Donc on va regarder le film, on interviendra après, et là je vais laisser la parole à Jean-Yves. Je serai bref. Pour le collectif Ouvre ton bec, donc il y a la Confédération paysanne, le MODEF, l'association des producteurs fermiers, et puis un réseau des AMAP landaises. Donc 26 AMAP qui se sont réunis justement à l'occasion de ce collectif, parce qu'il est très important, et le film va le montrer, que les consommateurs prennent un peu plus la parole, parce que actuellement, dans les débats qui se passent ou en préfecture ou en ministère, on décide beaucoup de choses sans tenir compte de la parole des consommateurs. Et je suis content qu'il y ait ce soir pas mal d'Amapiens dans la salle. Merci, et puis bonne séance à tous. La présidente du MODEF arrive. Voilà, donc on peut commencer.
Bon, bonjour déjà à ceux que je arrive en retard. Quoi dire? Je pense qu'on va faire un petit moment d'échange dans un premier temps, puis nous on essaiera de ponctuer un peu et de rattacher un peu le film à notre actualité, donc les agriculteurs et la journée de mobilisation d'aujourd'hui. Nous qui avons vu déjà plusieurs films, je trouve que celui-ci quand même est particulièrement bien fait parce qu'il globalise les choses et il est assez pointu dans son analyse. Et il y a aussi du côté positif, donc on sait aussi ce qu'il faut qu'on fasse quelque part. Et je crois que... Non, je n'ai pas été. Vous m'entendez de toute manière? Oui. Et non, mais je l'ai trouvé vraiment très très beau, très très bien ce film qui globalise. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y en a qui veulent... La tribu des Maasai qui arrive à cohabiter avec des animaux en liberté et qui sont proches des animaux sauvages. Et nous, on n'arrête pas de dire, et on s'est rapproché de Serge Morand, qui nous a donné raison, on n'arrête pas de dire que l'élevage plein air, eh c'est d'abord des animaux en bonne santé, puisqu'on arrive à les élever sans aucun vaccin, sans antibiotiques, en faisant des rotations de parcours, de la nourriture qu'on produit sur l'exploitation, et alors qu'on veut nous imposer un mode où il faut claustrer pour nous dire le virus va passer avec les oiseaux et vous claustrez vos animaux dans des grands bâtiments, vous en mettez 5 ou 6 par mètre carré et vous allez voir, ça va passer. Ben, ça n'a pas marché. Et malgré que ça n'ait pas marché, on est en train de nous faire rentrer dans la tête que ben, ça sera ça la solution. Et cette solution, pour nous, elle est mauvaise parce que nous, les éleveurs, les petits éleveurs, parce que les éleveurs plein air, ici, dans le sud-ouest, on est des petits éleveurs par rapport à la région Vendée au Pays de Loire, mais on va disparaître. Et quand on disparaît, il y a aussitôt un grand industriel qui s'installe à côté. C'est-à-dire que les petites disparaissent, et il y aura un grand avec des milliers et des milliers de canards qui va s'installer, ou des milliers de poulets. Et c'est quand on dit qu'il faut baisser la consommation de viande, si on s'en réfère à nos parents, ils ne mangeaient pas comme nous de la viande. Mais par contre, ils mangeaient de la viande qu'ils produisaient, c'était de l'autarcie, et c'était de la bonne qualité. Et là, ce qu'on incrimine le soja, c'est le soja transgénique produit au Brésil, produit aux États-Unis, à grands coups de pesticides, déforestation, pesticides, et on fait des cultures de soja. Celui qu'on produit ici pour les protéines de nos animaux, c'est pas du tout le même. C'est régulé. Donc, moi je trouve, contrairement à toi Dominique, un parallèle quand même. Alors c'est vrai que la situation, c'est pas la même, mais si on supprime cet élevage plein air avec la bonne santé des animaux et qu'on nous oblige à les enfermer, pour nous, on l'a vu, ça va créer d'autres choses. C'est le fait d'avoir fermé ces animaux qui nous a propagé le virus puisqu'il s'est multiplié et qu'après on l'a propagé avec tous les transports. Parce que quand on dit qu'on va faire les grandes fermes, eh bien, on va amener les animaux beaucoup plus loin que ceux qu'il y a maintenant. Voilà le danger qu'on a et pour lequel on se bat. Justement, sur l'analyse de la solution qu'on nous propose, c'est une solution à court terme, sans justement qu'on globalise les choses et qu'on enveloppe une solution. On raisonne sur un territoire avec une solution, avec une vérité, et au final sans penser réellement aux conséquences environnantes. Et je pense que c'est ça aussi une problématique de notre profession, c'est-à-dire qu'on raisonne depuis des années à court terme, sans voir un peu plus loin et sans voir les prochaines solutions. Oui, moi je partage tout à fait le point de vue de Marilyn sur ce qu'on vit aujourd'hui en tant qu'éleveur. Alors moi j'ai une petite histoire, un fait réel qui est quand même incroyable. Il y a 40 ans, donc je suis à la veille de la retraite, à la fin d'année, et l'année avant de mon installation, 2 années avant, j'étais à Haïti, Copéra, dans exactement le même paysage que Madagascar, déforestation, voilà. Donc j'ai travaillé avec des communautés de paysans comme Copéra, au volontaire national. Et voilà, ils ont connu la peste
porcine africaine, avec abattage systématique de tous les cochons. Alors moi qui étais avec des paysans, je trouvais que c'était, disons, le cochon c'était le produit essentiel de la famille, qui permettait d'envoyer les enfants, de scolariser les enfants, voilà, et ils grandissaient, les cochons vivaient au milieu de tout le monde. C'était, voilà. Donc les États-Unis et le Mexique, comme ils avaient des élevages industriels de cochons, ils ont décidé qu'en Haïti, ils ont dit, est-ce qu'il y a eu virus, je ne sais pas, hein, bon, enfin, toujours est-il, abattage systématique de tous les cochons, et après ils leur ont dit aux paysans, maintenant, c'est plus le cochon créole, c'est plus le cochon comme ça qu'il faut. Il faut un cochon large white, blanc, le cochon blanc, voilà, hein. Donc il faut faire bien un enclos, il ne faut plus qu'il se promène n'importe où, là dans la cour, non, il ne faut pas qu'il mange des mangues, non. Il faut une nourriture spéciale pour ces cochons-là. Voilà, donc impossible aux paysans de remettre en place des cochons, impossible. Donc après il y a eu plus tard un petit projet avec du cochon gascon qui arrivait aussi, qui avait été sélectionné en Bretagne, qui pourrait être introduit. Bon, aujourd'hui il y a du cochon noir qui est introduit en Haïti. Mais bon, il y a 40 ans, voilà. Et moi, 40 ans après, je connais 4 abattages dus à la grippe aviaire. Voilà, je trouve, alors que j'étais très loin de penser qu'un jour on arriverait ici en France à un abattage systématique de telles volailles. Voilà, c'est incroyable. Comment expliquer ça? Moi, dans ma petite vie d'éleveur, je rejoins quelque chose que je vois dans le film. C'est dans le parcours de mon métier, je me suis toujours aperçu que je me suis souvent aperçu que quand on va dans des excès de volume, ou quand on n'a pas assez de place à son élevage, eh bien, on a des catastrophes. Et j'ai toujours essayé de donner ou de la dimension. Alors quand on est jeune, bien sûr, on veut toujours plus, on croit qu'on est plus fort que les autres, que la nature, qu'on va développer notre atelier, et si les autres le font, nous on peut le faire même mieux. Et après, avec l'expérience, on se dit, il faut que tu arrêtes là, il faut que tu diminues, il faut que tu te donnes des moyens, mais pas forcément des moyens mécaniques, humains ou économiques. Il faut que ton élevage s'intègre dans son milieu. Et au moment où un éleveur il réussit ça, c'est-à-dire intégrer son élevage dans le milieu où il vit, c'est-à-dire augmenter la surface de ses parcours, planter des arbres, semer de l'herbe pour pas qu'il y ait des sols nus, faire des bâtiments aussi parfois, parce que l'animal il en a besoin d'avoir un abri, mais pas que. Et là, l'élevage, pour moi, il est réussi. Et à ce moment-là, on a une auto-satisfaction, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on est arrivé à quelque chose. Et c'est ce que je ne comprends pas dans ce qui se passe actuellement avec cette grippe aviaire, où le paradigme, il est surtout fermer tout et isoler tout. Et coupez-vous de la nature et vous y arriverez, alors que ce n'est pas possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas diversifier les élevages de volailles, mettre des canards, mettre des poulets, mettre des dindons, etc. Justement, faire une diversité comme on voit dans d'animaux divers. Et justement une dilution des virus. C'est une question que je pose. Je ne sais pas. Je ne vais pas y répondre. C'est la ferme, quoi. Non, le virus aviaire, il touche les poulets et les canards. Donc qu'on fasse l'un ou l'autre, enfin, on est touché. Et après, sur les fermes, ça devient difficile d'avoir les deux espèces par rapport au règlement sanitaire. C'est-à-dire qu'on est obligé d'isoler les canards et d'isoler les poulets. Et chaque fois, on rentre dans des sas. On rentre dans un sas pour aller à l'élevage de poulets. On ressort, on rentre dans un autre sas pour aller à l'élevage de canards. Donc c'est vraiment... maintenant difficile, c'est plus comme avant où on avait canards, les poulets, voilà. Mais par contre, là où je vous rejoins, c'est sur la biodiversité, c'est par rapport aux bovins. Avant, il y avait les élevages, les exploitations de Chalosse, on avait un élevage de bovins en viande ou laitier,
et à côté des poulets ou des canards. Et on vivait comme ça. Ce qui fait qu'en termes de revenus aussi, quand l'un ne marchait pas, il y avait toujours l'autre. Là, les bovins, ils disparaissent. Ils disparaissent parce que les paysans ne gagnent plus leur vie en faisant des bovins. Il reste vers élevage professionnel dans les Landes, laitier, l'élevage laitier. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et donc, on ne remonte pas un élevage laitier bovin ou bovin viande comme on remonte un élevage de canard. Et cette diversité, elle nous pèse. Elle n'y est plus. Et elle va peser sur l'agriculture, sur l'avenir de l'agriculture landaise. Voilà. Ça par contre, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'aimerais savoir, quand vous rencontrez localement la préfecture, la chambre d'agriculture, les autorités, voilà, mais cette vérité écologique, scientifique, de bon sens, qui nous ramène autrefois un peu voilà, on passait là sur la table. Quand vous en discutez, il y a quelque chose dans l'œil ou il n'y a rien? Non, c'est des critères. Non, mais c'est quoi la langue de bois en face? On en est où là aujourd'hui? Parce que quand même, il y a des faits, quoi. Alors, je vais passer la parole à Julien Morat qui siège dans un organisme qui s'appelle CIFOC, qui est l'interprofession du foie gras, qui siège. Et après, dans l'œil, c'est difficile parce qu'on fait beaucoup de réunions en visio. Et alors, le côté pratique pour certains de la visio, c'est que quand vous appelez pour prendre la parole, eh bien, ils ne vous voient pas, donc vous ne pouvez pas parler. Et Julien va vous parler. Alors c'est marrant parce que toutes ces questions d'écologie, de durabilité des systèmes et compagnie, ils n'en ont rien à cirer. Vous regardez avec des... Oh, vous ne regardez plus, non, c'est à travers un écran. Mais ils ont des grands yeux brillants là, et la seule chose qui les intéresse, c'est l'économique. Est-ce qu'on va pouvoir exporter? C'est ça le nerf de la guerre. Est-ce qu'on va pouvoir exporter? Il n'y a que ça. C'est l'exportation, exportation, exportation. Conquérir des marchés, aller nourrir les paysans de Madagascar, d'Afrique subsaharienne et compagnie. Parce que vous comprenez, ces gens-là, il faut leur produire une nourriture pas chère pour qu'ils puissent manger. Non, là, ils ont tout faux. Mais ça, ils ne se rendent pas compte, parce que les grandes entreprises, elles disent qu'il faut exporter. Ils ont que ça en tranche. Quand vous les rencontrez, là, enfin, j'ai la chance, je les ai souvent, et je me cogne un paquet de réunions, mais tout ce qui est question de durabilité des systèmes, d'installation de paysans, de retrouver de la valeur économique sur les exploitations, parce que ce sont elles qui sont à l'avenir. Non, eux, ce qui les intéresse, c'est de continuer à vendre de l'aliment, de continuer à faire tourner le commerce, de vendre des bâtiments, d'enchaîner les paysans, de continuer à alimenter leur propre système pour continuer à s'enrichir. Comme ça, ils sont quelques-uns à avoir tout le capital. Ils vous ont dépossédé de tout. Les gens, ils sont abrutis parce qu'on leur a vendu une mixture toute prête. Et quand ils ont payé leurs wings de poulet ou les nuggets à 40 € le kilo, alors qu'un poulet fermier entier, qu'il faut cuisiner, bon, c'est vendu quoi, 10, 15 € pièce? Dominique, tu confirmes? Ah, mais toi, parle dit en bio. Mais le grand drame, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a des intérêts économiques. Il y a des gens qui en vivent, des fois qui en survivent pas bien parce que ces métiers sont très mal payés. Et il y a quand même une phrase que j'ai entendue, elle a été dite d'une façon ou d'une autre, mais finalement nous sommes tous responsables de la situation actuelle. Je m'en suis rendu compte aussi, mais parce qu'on se forme et qu'on apprend. Quand on choisit un modèle économique, il y a forcément des conséquences derrière. Quand on fait le choix d'exportation, de production de masse, de couper les gens finalement de cette biodiversité, mais on la voit, elle nous entoure, mais finalement l'Europe c'est certainement le territoire qui est le plus loin de sa biodiversité primaire sur Terre. Aujourd'hui, nous, les dégâts qu'on fait sur notre nature sont infimes par rapport à ce que on va dire le développement économique appliqué aux pays tropicaux est fait. Enfin, l'écart entre les dégâts sur la biodiversité entre ces pays-là et les nôtres, il est considérable.
Quand eux là-bas, ils vont faire 1 hectare de déforestation, c'est comme ici si on en faisait 10 ou 100. On applique les mêmes dogmes économiques dans ces pays-là qu'ici, alors qu'ici on a une agriculture qui a des milliers d'années, donc on est sur des systèmes qui sont peu évolutifs, et ces pays-là sont sur des systèmes qui évoluent à une vitesse complètement dingue. On rajoute à ça des rejets de CO2 et autres qui ont été multipliés par je ne sais combien, 4, 5, en quelques dizaines d'années. On a créé un changement en quelques dizaines d'années. Je crois qu'on ne s'imagine même pas le temps qu'il faudrait pour réparer tout ça. Enfin, il y a vraiment de grosses interrogations qui sont imminentes, immédiates, et je me demande même si on n'est pas déjà perdu. Alors, si vous voulez, je peux apporter un témoignage optimiste. Ouais, j'allais des fois. Mais alors, il a de valeur que, par exemple, et pour l'instant, il va être mis en place. C'est presque un laboratoire. À côté de chez moi, à Paye, il y a un éleveur laitier qui a pour mission d'élever des vaches et d'engraisser des vaches à l'herbe, tout simplement. C'est-à-dire de mettre des animaux sur des prairies et de ne nourrir qu'avec ça. Alors ça va paraître un peu ambitieux ou complètement loufoque, mais ça peut marcher. Et avec ma partenaire de Cuba, en tracteur, on a un village à côté, on va mettre à disposition de cet éleveur des jachères, des champs qu'on va laisser volontairement non cultivés pendant 2 à 3 ans, en y plantant plein d'herbes diverses et variées, mais dans le but de faire de la nourriture. Et le but, c'est que lui arrive avec ses bestioles en pâturage dynamique, ça veut dire donc mettre quelques animaux sur des prairies, enfin des jachères, le rapidement possible pour que les animaux consomment de l'herbe de bonne qualité et repartent aussi vite, et nous on ressèmera derrière quelque variété que ce soit. On n'est pas encore au point au niveau technique, mais l'esprit il est là. Le but il est simple, c'est que nous en tant que cultivateurs, on espère enrichir nos sols par la digestion des animaux qui seront sur place. Comme l'a dit Marilyn, on a perdu tous les élevages de gros bovins, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour enrichir nos sols, on a comme solution, c'est d'importer des fumiers qu'on trouve de plus en plus loin, puisqu'on a de moins en moins d'éleveurs. Et donc on essaie de travailler sur un autre système qui pourrait nous faire installer des paysans quasiment, pas sans terre, mais avec très peu de sol, et trouver auprès des agriculteurs cultivateurs des surfaces en herbe ou en élevage temporaire, en rotation de culture. C'est-à-dire là, les parcelles qu'on mettrait en herbe le seraient pendant 2-3 ans, permettraient 3 à 4 passages d'animaux. Et après ça, on pourrait cultiver quasiment sans apport d'azote ou autre. Et techniquement, c'est faisable. Après, on se reverra dans 4-5 ans pour savoir si, pour diverses raisons, le matériel, l'organisation, le temps passé, là on avait un problème, c'était l'autonomie en eau pour les animaux. Donc là, Rémi, l'éleveur, a trouvé une fabrication d'une cuve autonome pour pouvoir pomper dans un petit ruisseau, enfin, des histoires comme ça. C'est toute une somme de petits détails. Et je pense que là, il y a un avenir dans cette gestion agricole. Et donc ça, on va le mettre en place. On a rencontré des collègues des CIVAM régionaux qui sont très intéressés pour envoyer des animaux de Gironde ou du Pays Basque vers chez nous. Et on va voir comment ça fonctionne. On va essayer avec 2-3 cultivateurs, un éleveur sûr, mais peut-être 2-3 éleveurs. Et le but est de savoir si c'est faisable ou pas. Et techniquement, il n'y a aucun problème. Matériellement, humainement, on ne sait pas. Et je suis convaincu que ça peut marcher. Et c'est peut-être, dans nos fermes du coin, là, un développement important qui peut s'annoncer. Et qui est révolutionnaire, les vaches mangent de l'herbe. Oui, on fait la révolution. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Julien sur la responsabilité de chacun. Moi, en tant que consommateur, j'ai souhaité rejoindre le collectif parce que justement, il faut qu'on arrive à porter notre voix déjà au niveau des politiques, quand vous demandiez quel est l'œil qui a été, ou comment on a été reçu au niveau des politiques.
on était au département, pour eux, voilà, eux, ils peuvent rien faire, selon eux, comme ils ne sont pas à la tête de l'État, pour eux, ils peuvent rien faire. C'est à nous de faire entendre, je pense, d'une façon ou d'une autre. Des initiatives comme vous portez, c'est fantastique. Si le consommateur n'adhère pas, voilà. Donc c'est, je pense, à nous alors à choisir, hein, parce que comme une fois on mange de viande, effectivement, moi la première, j'en mange assez souvent, mais en plus petite quantité. Et je pense que c'est voilà, c'est des réflexions à mener qui sortent de l'ordre du quotidien, de faire d'assister des initiatives comme ça et de porter la voix des consommateurs, de dire mais non, on ne veut pas n'importe quoi, et de choisir aussi, de faire attention à nos achats. Oui, en fait, c'est pour poursuivre en fait en quelque part ce que tu viens de dire. Dans le film, on voit bien la notion de penser les choses globalement, pas chacun dans son coin. Et moi, je me méfie beaucoup de solutions techniques qui paraissent révolutionnaires, parce que ce ne sont que des solutions techniques. S'il n'y a pas une réflexion globale à un moment donné, et c'est l'intérêt des relations qu'on commence à avoir, à bâtir, parce que c'est assez récent au Breton-Bec, c'est un enjeu énorme pour l'avenir. Parce que si nous, agriculteurs, dans notre coin, on est seuls à trouver des solutions techniques, mais qu'après, effectivement, le consommateur ne l'intègre pas dans sa façon de consommer, dans sa façon de vivre, en fait, c'est vraiment une question globale qu'on doit aborder, quoi. Il ne faut pas en rester sur des aspects techniques, c'est l'affaire de l'agriculteur, et le consommateur, c'est l'affaire de son choix de consommation. Il faut aller au-delà de ça. C'est une réflexion globale qu'il faut avoir. C'est vraiment un choix de société qui est là derrière, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et ça veut dire aussi un rôle très important des pouvoirs publics là au milieu. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui dans la gestion de la grippe aviaire, c'est qu'on a des pouvoirs publics qui ne prennent aucunement leurs responsabilités, c'est-à-dire qui vont dans le sens où souffle le vent le plus fort, quoi, hein. C'est-à-dire les indus, quoi, les autres démerdez-vous, quoi. Et le gros problème, il est là, quoi, hein. Et ça, c'est l'intérêt justement d'un travail en commun producteur-consommateur comme on essaie de l'initier là. Je trouve que c'est hyper important pour l'avenir. Il ne faut vraiment pas lâcher le morceau de ce côté-là. Effectivement, c'est pas évident, hein. On n'est pas des foules, on n'est pas des masses. Mais il faut démarrer, et on a fait. Moi, je trouve que pour moi, c'est porteur d'avenir. Pour répondre à votre question, monsieur, le problème dans l'agriculture, c'est que ce sont les mêmes personnes qui nous représentent, qui gèrent les coopératives, qui gèrent les grosses structures économiques. Donc là, on a vraiment un souci parce qu'il n'y a pas de démocratie. Et c'est l'économique qui l'emporte, bien sûr. Et voilà, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. On entend souvent dire que je veux pas qu'il y ait de polémique, c'est juste un propos comme ça, que dans le Pays Basque, ils ont de l'avance sur ces sujets-là. Et vous parlez de représentation. Ils ont créé une chambre d'agriculture alternative. Est-ce que ça fait partie des choses, est-ce que vous pensez que c'est un outil efficace où chaque territoire étant différent, ce problème de représentation peut être traité différemment? La question est peut-être un peu trop large. Non, elle n'est pas large. On côtoie, on travaille avec la Chambre d'agriculture basque, mais après les Basques, c'est un territoire, c'est un pays. Et donc, ils sont, voilà, vous mettez le drapeau basque sur un produit, il va se vendre, et ils sont très solidaires entre eux. Très solidaires. Et donc, oui, ils ont de l'avance, ils ont fait une association donc de consommateurs et d'agriculteurs. Bon, nous, voilà, on l'a faite, voilà, on a fait quelques actions, quelques belles actions. Mais c'est vrai que le Basque, voilà, il a un territoire, il a une défense, il a une langue. Et nous, ici, faire une chambre d'agriculture, je sais pas, non, ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Ouais. Et, ah oui, tu serais présidente, oui, ça serait super, c'est un rêve. C'est un rêve. Oui, ils ont eu un soutien financier du Pays Basque Sud aussi. Ouais. Ou le Chalosse Sud. Après, par rapport à ce que vous disiez,
il y a vraiment, on a vécu ici donc la 4e année de grippe aviaire. Jusqu'à cette année, on était pris par les Vendéens, le Pays de Loire pour des ploucs. Parce qu'on avait les canards dehors et qu'on avait des petites unités, qu'on ne savait pas produire, et qu'on avait des vieux bâtiments et que voilà. Donc on savait pas faire. On a toujours été montré du doigt, toujours, enfin voilà. Sauf que cette année, c'est arrivé chez eux. Donc le virus est arrivé chez eux et donc là ça a été une catastrophe puisque quand ils ont dû abattre leur volaille, c'est 14 millions de têtes qu'ils ont dû abattre. Et ici, on en avait abattu, entre guillemets, que 3,5. Mais voilà, là-bas, ça a pris une ampleur très grande. Et ça leur est vraiment tombé sur la tête. Parce qu'ils se croyaient à l'abri avec les bâtiments, la claustration, rien ne sortait, tout était ventilé, c'était tout automatique. Sauf que le virus, lui, il trie pas. Hein. Il va partout. Et il a aéroporté. Donc quand il est rentré dans un bâtiment où il y avait 20 000 canards, il s'est multiplié et il a attrapé tous les autres bâtiments. Et le fait qu'eux soient touchés, ça a permis quand même une réflexion en haut de l'État. Et on assiste à des frémissements en disant que ouais, ça n'a pas trop marché quand même cette solution. Donc on va peut-être regarder. Bon là on a une brèche et il faut s'y engouffrer. Mais il faut que les consommateurs nous aident, d'où l'intérêt de cette association et de porter ça pour que cet élevage plein air fermier perdure. Quoi. Voilà. Parce que les animaux, on l'a vu avec 40 degrés, alors soit ils étaient à l'ombre dans les bâtiments, soit ils étaient aussi bien à l'ombre sous des arbres avec de l'eau. Quoi. Voilà. Juste pour répondre sur votre question sur une chambre alternative, la différence entre les Basques et nous, c'est un parcellaire différent et un nombre d'exploitations qui est différent. Pour vous donner un ordre d'idée, ils sont 12 000 en gros dans le Pays Basque, on n'est plus que 4 000. Et donc forcément les forces vives diminuent. Et en fait, ça aurait été intéressant d'avoir des alternatives comme ça il y a quelques années. Là aujourd'hui, on est sur un point de non-retour, connaissant la pyramide des âges aussi qui arrive. Donc c'est vrai qu'on est dans un tournant sur notre agriculture. Et qu'il faut préserver, nous notre but c'est de préserver donc une exploitation de taille moyenne et familiale comme on connaît actuellement, qui jusqu'à présent en plus a été actrice et rémunératrice pour les agriculteurs et c'est ça qui est important, avec un écosystème qui était présent sur les exploitations et qui a perduré jusqu'à qu'une pandémie et que plusieurs pandémies arrivent sur le département. Et les intérêts économiques sont trop forts actuellement. Et moi qui ai 32 ans, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, oui, en fait, la globalisation, une réflexion globale, pour eux, ce n'est pas pensable, en fait. On est sur des schémas économiques avec des personnes en plus qui sont à leur tête, mais qui ont plus de 60 ans et qui ont une construction économique et des schémas économiques qui persistent, quoi. Et c'est là la problématique. On est au pied du mur, en fait, avec cette crise, vu que la Vendée est touchée. On est au pied du mur et je pense que ça serait le moment d'enclencher quelque chose, d'enclencher une autre dynamique, de revenir vers une agro-industrie qui passe dans un tournant pour avoir une économie locale plus implantée avec des emplois beaucoup plus pérennes, etc. Ils ne sont pas encore prêts. C'est pas pour autant qu'on n'est pas présent sur chaque réunion pour essayer de le rappeler. Et ce que disait Marilyn tout à l'heure, c'est qu'on voit des frémissements. Il y a des messages qu'on porte depuis 2 ans, 3 ans qui commencent à être repris. Donc oui, il a fallu 3 ans. Mais il y a des progrès, on ne sait pas jusqu'où ils vont s'arrêter, mais en soi, il y a quelques petits frémissements parce qu'ils sont au pied du mur et que la situation est trop grave et que l'État, à un moment donné, ne pourra pas arriver à indemniser tout le monde aussi et à assumer tout ça. Et peut-être un dernier mot pour la fin, peut-être clôturer le... Oui, je vais en profiter pour faire un appel. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 26 AMAP dans les Landes, avec des personnes et des personnes bénévoles qui les font fonctionner. Et là, donc, on a créé très récemment un réseau de ces groupements pour pouvoir avoir une parole un peu plus au niveau du département et avoir une force supplémentaire pour être entendu. Mais on a besoin de monde pour faire tourner tout ça.
On a besoin de personnes, effectivement, qui sont déjà dans des AMAP, mais on a besoin aussi de toute personne qui a envie de consacrer du temps et des compétences pour faire tourner ce réseau départemental. Donc il ne sera pas simplement composé des AMAP, mais de toutes les personnes qui veulent s'y investir. On manque effectivement de personnes prêtes à s'investir et de personnes qui ont un certain nombre de compétences au niveau de la communication, etc. Donc si vous n'êtes pas, parce que les personnes des AMAP vont être informées de tout ce qui se passe, en étant adhérents par leur association, mais s'il y a ici des consommateurs qui, pour les raisons qui leur appartiennent, ne sont pas actuellement dans une AMAP et qui ont envie de s'investir pour permettre cette agriculture, l'agriculture dont on parle ici, de se développer et de toucher encore plus de consommateurs, ils seront les bienvenus. Si vous voulez, ils viennent me voir et on leur trouvera de quoi s'occuper à ces personnes, parce qu'on manque effectivement un peu de... Chacun est pris dans sa vie et actuellement on est confronté à... On en a parlé un peu tout à l'heure, Julien en a parlé. On est confronté à une somme de problèmes. La société va devoir évoluer extrêmement rapidement dans les années qui arrivent. Vous savez très bien, parce qu'il n'y a pas que les problèmes agricoles, on a les problèmes de climat, alors il y a les problèmes de biodiversité. Donc il faut absolument que davantage de personnes se mobilisent et pas se contenter peut-être de signer des pétitions, mais d'agir localement sur des questions aussi importantes que celles de la biodiversité, de l'agriculture, et puis d'autres problèmes d'énergie, etc. On est gâté pour les soucis, on les a. Maintenant, il faut trouver des solutions pour s'en sortir. Tout ça, c'est des problèmes. Mais le gros problème à la base, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Et c'est pas fini. Alors là, on est en train de passer un grand tournant. Et ceux qui restent, et que regardez autour de nous, ils sont de plus en plus gros. Et j'ai jamais vu un gros agriculteur bio ou fermier. Là, je le disais tout à l'heure, quand j'étais gosse, il y avait des canards tous les 200 mètres chez moi. C'était une petite ferme. Pendant mon activité, elle est passée à tous les 2 km. Demain, c'est tous les 20 km. Pour faire plus de canards. Donc, ce sont les grosses usines à canards. Et le pire, plus c'est gros, plus il faut désinfecter. Alors moi, je ne désinfecte pas, comme je ne suis pas actionnaire chez Bayer. Si, je l'assure. Mais je suis actionnaire chez Bayer, bon, je mettrai un peu de désinfectant. Mais je ne suis pas désinfectant. Là, je ne suis pas actionnaire, donc je n'en utilise pas du tout. Et là, le problème, il est là. Et je l'ai vu depuis longtemps. Tout ce qui est déplacement des animaux, je veux dire, enfin des bâtiments mobiles comme j'ai, et comme toi, tu as aussi Marilyn, ça c'est une solution qui est superbe. Et tous les gros élevages ne vont pas déplacer les bâtiments. Quand vous avez des bâtiments de 300 400 000 euros, ils fixent. Il faut le rentabiliser, faire retourner les animaux, donc désinfecter. Et là, tout ça, on fait ça depuis quelques années. Donc tout ce qui arrive maintenant, mais il ne faut pas se perdre, on récolte tout ce qu'on a semé. Et on en prend conscience, c'est déjà pas mal, mais je ne sais pas comment on peut faire marche arrière. Parce que celui qui a un bâtiment à 300 400 000 euros, on ne va pas lui dire non, tu ne fais qu'un euro canard par an. Il faut qu'il rentabilise, il faire du volume et raccourcir les âges des animaux et tout. Et là, sur les animaux, pour du volume, il faut la rentabilité. Et je crois que c'est la bêtise humaine, on a touché à la génétique des animaux. Et ça, c'est le premier problème. Et comme j'ai dit, quand j'étais gosse, enfin, quand on gavait, quand tous les gaveurs, là, on avait du mal à faire du foie. On se débrouillait à gaver, on ne savait pas comment faire du foie. Et aujourd'hui, c'est pire. On se débrouille à ne pas faire de foie. Oui, mais je crois que tout le problème vient de là aussi, aux animaux fragiles. La génétique vient de là, ouais. Moi, je le dis à mes clients depuis longtemps. Il y a 30 ans que je reçois des bus à la maison. Je dis, regardez mon chien, soit un bâtard, soit un corneau, il n'est jamais malade. Vous prenez un super chien rassis sur votre canapé cuir, il va toujours au veto. Ça, c'est des trucs, je n'ai pas fait d'études, mais c'est des trucs basiques. Et là, je vais redire un truc, je suis content de ne pas avoir fait d'études. Parce que quand je vois les gens, les technocrates qui ont fait des études, ceux qui posent tous les jours, mais j'ai honte pour eux. Surtout
quand on voit les Maasai aussi, la réflexion qu'ils ont et la globalisation qu'ils ont, et qu'on s'est dit, tout est là et tout est dit. C'est le sens. C'est le bon sens paysan. D'autres personnes. Après, moi je crois qu'on peut espérer, j'ai entendu en arrivant sur France Inter, bon, on entend, bon, le coût de l'énergie, tout le monde est conscient. J'ai entendu que les transports, tout ce qui est transport international, ça prend aussi une flambée. Après, je me dis, c'est peut-être un espoir aussi pour nous, pour notre agriculture. Hein. Aujourd'hui, Faire du pas cher. Aujourd'hui, ce gars avec canard qui vient de Sèvres. Donc je dis, le pétrole n'est pas assez cher encore. Oui, mais il va monter. Et Mais faire du pas cher et le vendre, faire un produit pas cher, de qualité moyenne, et ils vont être obligés de le vendre un peu cher quand même, parce que les céréales, tout augmente, et le transport, tout, le conditionnement, tout. Le consommateur, il va regarder à deux fois. Hein. S'il veut acheter quelque chose d'un peu cher, il faut qu'il soit bon. Hein. Oui, mais alors le problème, c'est que tous les petits producteurs, ils vont plus exister. Non, ils vont Le continuer à consommateur n'aura exister. pas le Ils ont choix. un lien avec leurs clients. Il y a un lien. Il y a quelque chose qui est créé déjà. Non, moi j'ai confiance. Peut-être pour d'autres interventions, ou clôturer pour vous libérer. Oui, on pourra continuer à discuter dehors. Parce que les non-paysans, là, si vous laissez les paysans entre eux, vous allez dormir ici. Hein. Donc, merci déjà pour votre mobilisation, les collègues agriculteurs toute la journée, enfin toute l'après-midi. Merci donc aux consommateurs, au cinéma de nous avoir accueillis et d'avoir fait la projection de ce film ce soir. Et peut-être pour terminer sur le Facebook, donc on a une page, les réseaux sociaux, important, on a une page Facebook, Ouvre-ton-bec. On a de la communication, on a des journaux, donc n'hésitez pas donc, à aimer la page. Et peut-être pour une option un peu optimiste des choses, la biodiversité elle existe et je crois qu'on a déjà vu des documentaires, il ne faut pas grand chose pour inverser aussi les choses. Et la biodiversité, la nature est telle faite que ça redémarre. Et quand on la protège, elle redémarre assez vite. Et je pense que ça peut aussi être un peu d'espoir pour demain. En tout cas, merci beaucoup.